Bonsoir Clément Beaune. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Au commissaire à la stratégie et au plan, ancien ministre de l'Europe et des Transports. D'abord, c'est l'heure de retrouver notre journaliste de la cellule Vrai-Faux, comme chaque soir. Bonsoir Victoria Rouxel. Bonsoir. Alors où la répression s'intensifie en Iran, on en parlait au début de cette émission et on va en parler dans un instant. De nombreuses voix dans la classe politique française s'élèvent pour demander des sanctions à l'égard du régime iranien des mollahs et notamment de leurs bras armés, les gardiens de la révolution. Et c'est le cas de l'eurodéputé fondateur de Place Publique, Raphaël Glucksmann, qui était chez nos confrères de France Inter. Vous savez, nous, au Parlement européen, nous demandons depuis des années que les gardiens de la révolution, qui sont l'instrument, le pilier du régime, l'instrument de la répression qui a lieu actuellement en Iran, soient placés sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne. Alors Victoria, est-ce que le Parlement européen a ce pouvoir-là, décider de classer une organisation sur la liste des organisations terroristes ? C'est vrai que c'est un sujet qui est régulièrement abordé au Parlement européen, notamment en janvier 2023 déjà, les eurodéputés avaient adopté une résolution demandant, je cite, au Conseil et aux États membres d'ajouter le corps des gardiens de la révolution islamique à la liste des organisations terroristes de l'Union. Sauf que ces résolutions qui émanent du Parlement européen, eh bien, elles n'ont aucune valeur contraignante. Il s'agit plutôt d'un avis politique. Et seul le Conseil de l'Union européenne, qui est donc composé des ministres de chaque pays, peut se prononcer sur l'inscription ou non d'une nouvelle entité sur cette liste des organisations terroristes de l'Union européenne. Et c'est un processus assez complexe et qui se fait dans le plus grand secret. Ces décisions, elles passent d'abord par un groupe de travail qui est spécialisé sur la question du terrorisme et qui va discuter d'une organisation comme les Gardiens de la Révolution. Et s'il y a matière à débattre, eh bien, au terme de plusieurs étapes, une proposition est soumise au vote au Conseil de l'Union européenne, aux ministres donc, un vote qui se fait à l'unanimité pour qu'il soit adopté. Et à savoir qu'à l'heure actuelle, l'Union européenne, elle recense 13 personnes et 22 groupes sur sa liste noire, dont le Hamas. Et pour l'instant, les Gardiens de la Révolution n'en font pas partie. Donc, c'est pas le cas pour l'instant, mais à quoi ça servirait, entre guillemets, de classer cette organisation parmi les organisations terroristes ? Est-ce que ça implique un certain nombre de sanctions ? Alors, notamment, effectivement, les Gardiens de la Révolution, ils sont déjà quand même sous le coup de sanctions financières depuis 2011, en réponse déjà à de graves violations des droits humains et à leur activité pour acquérir l'arme nucléaire. Et ces sanctions, du coup, économiques, elles comprennent un gel des fonds et de leurs avoirs financiers, et surtout l'interdiction pour toute entité européenne de leur fournir des ressources économiques ou toute assistance technique. Ces sanctions, elles sont un coup dur quand même pour ceux qu'on appelle les passes d'Aran. C'est un véritable État dans l'État en Iran. Selon les experts, il posséderait entre 20 à 40% de l'économie iranienne dans les secteurs du BTP, des télécoms ou encore des hydrocarbures. Donc leur inscription sur la liste noire des organisations terroristes de l'Union européenne, elle viendrait renforcer en fait toutes ces sanctions économiques, sachant que cette liste, elle est renouvelée tous les 6 mois et au vu des événements actuels en Iran, il faudra surveiller de près la nouvelle version qui doit paraître d'ici fin février et qui pourrait quand même changer la donne. C'est peut-être le moment. Ouais. D'accord, on suivra ça. Merci beaucoup Victoria Rouxel. Je rappelle le rendez-vous hebdomadaire avec toute l'équipe de Vrai ou Faux, c'est le samedi sur France Info. Midi. Le rendez-vous est pris. Clément Beaune, les événements en Iran, on en a parlé au début de l'émission, ce massacre qui est en cours. On a très peu d'informations parce qu'il y a un blackout total sur le pays. 3400 morts au moins, c'est le dernier bilan, mais les ONG disent probablement des milliers de morts. Et on sent l'Europe complètement inaudible sur le sujet où on a des ambassadeurs qui sont convoqués, on dit c'est mal de massacrer son peuple, mais on ne peut rien faire de plus. À très court terme, il faut être honnête, peu de choses peuvent être effectives au niveau de l'Union européenne. On a la question des sanctions qui ont été renforcées parce que malheureusement, il y a déjà eu des épisodes à la fois de manifestations courageuses et de répression atroces. Sans doute, mais on est prudent, manque d'informations. Mais enfin, quand il y a un manque d'informations et une fermeture aussi grande d'Internet et de tout contact avec l'extérieur, c'est que le massacre est massif, est en cours, est organisé par les autorités. Si on avait un renforcement des sanctions à court terme, il ne faut pas se payer de mots, ça aurait peu d'impact. C'est pour ça qu'il ne faut pas y réfléchir et le faire. Ce n'est pas ça qui va malheureusement arrêter un régime qui lutte pour sa survie et qui est prêt manifestement à tout. Il faut être clair, dans ce monde qu'on vit, on l'a vu dans d'autres théâtres récemment, de l'Amérique latine au Proche-Orient, si vous n'avez pas la force, si vous n'avez pas l'unité aussi pour parler au moins avec le même message diplomatique, ce qui manque souvent encore à l'Europe. Vous n'êtes rien ? Vous n'êtes pas rien, mais vous êtes peu de choses dans le monde actuel, c'est vrai. Alors, la question, c'est de savoir ce qu'on peut faire à court terme. D'abord, il faut, je crois, aussi manifester un soutien. On voit même dans la classe politique française, je pense à l'extrême gauche, il y a encore une difficulté à dire que le régime... Vous faites allusion à quoi, là ? À LFI. Ah, mais pardon. Oui, pardon. Excusez-moi, ça crie du cœur parce que ça me choque. Alors, c'est pas
une position politique qui va changer la donne sur place. Bon. Mais on a quand même beaucoup de mal encore à dire que ce qui se passe en Iran, c'est d'une gravité extrême. Que ce qui, avant même la répression, qu'on a un régime islamiste qui écrase son peuple, qui écrase toute liberté, qui réprime à la fois des femmes, des homosexuels, des opposants politiques, et ce depuis des décennies. C'est pas parce qu'il y a une position politique dans tel ou tel pays que ça change fondamentalement les choses. Je suis pas naïf, mais au moins qu'on dise, parce qu'on a l'impression que on ne le dit pas assez fort, vous trouvez là ? On ne dit pas assez fort depuis longtemps. Quand il y a des manifestations, il n'y a pas tous les partis politiques. Voilà, au moins voir que si on doit avoir des sanctions à l'avenir, parce que j'espère que non, mais peut-être ce régime va survivre encore à cet épisode de révolte extrêmement courageuse et parfaitement à soutenir et légitime, eh bien il faudra qu'à ce moment-là, on ne soit pas démunis dans les années qui viennent. Quand on regarde la une de l'Humanité ce matin, il y a une une qui est coupée en deux où on voit Donald Trump de profil et en face, on voit Khamenei. Est-ce que finalement, il ne faut pas avoir l'honnêteté, après ce qu'on vous a entendu dire, que finalement, on s'en remet à Trump parce que sur le tas de choses qu'il peut faire, il y en a qu'on ne peut pas faire. On est tous en train d'espérer qu'il intervienne en Iran, même si beaucoup ne le disent pas ouvertement. Est-ce que finalement, au lieu de le traiter d'impérialiste, de dire qu'il est affreux et tout, est-ce qu'il ne fait pas le boulot que les autres ne sont pas capables de faire ? On l'a vu sur les frappes récemment sur le programme nucléaire aussi. Bon, où d'ailleurs les Européens ont dû reconnaître que c'était très risqué, ça aurait pu dégénérer, mais que ce qu'avait fait Donald Trump, ça avait permis sans doute d'assurer la sécurité régionale en partie. Bon. Il ne faut pas non plus qu'on bascule de l'autre côté, si je puis dire. C'est-à-dire le shérif international qui décide comme il veut, parfois ça tombe bien, parfois ça tombe moins bien, de taper. D'abord, ça peut quand même avoir des conséquences en cascade, de conflits régionaux. Bon, donc c'est pas mon idéal géopolitique, mais il faut être clair aussi que si on est juste bloqué dans des communiqués et des mots, c'est ce qui malheureusement nous arrive à nous Européens. Bon, eh bien, c'est encore pire en quelque sorte. Bon. Et donc, on va pas résoudre le problème européen en 15 jours ou en 2 heures. En revanche, il est clair que pour parler fort, il faut avoir une force militaire, que pour parler fort, il faut avoir une unité diplomatique et géopolitique. Je me suis beaucoup battu comme ministre des Affaires européennes pour qu'on ose faire ça. Il y a des sujets, puisqu'on parle de procédures, qui paraissent techniques, qui sont extrêmement importants. Et je serais curieux de savoir quel est l'avis des différents partis politiques. Par exemple, supprimer le droit de veto en matière de politique étrangère au niveau européen. Parce qu'on en a parlé sur le Mercosur, des modalités de vote au niveau européen. On est souvent bloqué par des pays européens, c'est vrai même sur l'Ukraine avec la Hongrie, qui utilisent leur droit de veto pour affaiblir l'Europe et ne pas qu'on ait une position. Mais ça vient de quoi voilà. C'est parce qu'on a autre chose à faire en ce moment ? Pourquoi c'est clair. On a eu l'impression qu'on nous parle de la coalition des trois. Alors, je ne parle pas de l'Angleterre, évidemment, qui n'est pas dans. Mais c'est parce que. Pourquoi ça n'avance pas là ? Non, mais d'abord, il n'y a pas de fatalité, y compris dans notre partenariat avec les Américains. J'ai évoqué le partenariat, je crois, des trois, c'est-à-dire notamment la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, notamment sous l'impulsion du président Macron. Si on ne se battait pas pour que, dans les moments où Trump voulait lâcher l'Ukraine, parce que c'est ça aussi, être shérif, c'est que d'un coup, il peut dire « moi, j'arrête le renseignement, le soutien, etc. » Si les Européens, notamment le président, aujourd'hui, probablement, l'Ukraine aurait été lâchée par les Américains. Si on n'avait pas bâti la coalition des volontaires pour dire aux Américains « on ne vous demande pas simplement de faire le boulot, on est prêt à s'engager, mais il faut un partenariat et des garanties aussi de votre part. » Sans doute aujourd'hui, ce qui serait encore plus grave pour notre propre sécurité, l'Ukraine serait tombée. Donc, je ne crois pas non plus que l'Europe soit impuissante. C'est vrai que ça dépend un peu des théâtres d'opération, mais sur l'Ukraine en particulier, contrairement à ce qu'on entend parfois, sans l'action de la France, sans l'action du président, sans l'action de l'Union européenne, aujourd'hui, sans doute, la menace russe serait encore plus à nos portes. Sur le Groenland, on parlait tout à l'heure de cette réunion à la Maison-Blanche avec des responsables danois et groenlandais. Emmanuel Macron a prévenu qu'une violation de la souveraineté du Groenland entraînerait des conséquences en cascade inédites. Est-ce qu'il a eu raison de prendre cette position et de quelles conséquences en cascade inédites parle-t-il ? Il a eu plus que raison, si je peux le dire ainsi, parce que là aussi, arrêtons de nous regarder en disant on ne sait rien faire. Nous ne sommes pas les États-Unis d'Amérique, c'est pas organisé pareil, nous n'avons pas la même histoire, pas le même rapport à la force, et parfois heureusement. Bon, parce que moi je ne rêve pas d'un pays qui dit tout à coup un allié. Groenland est associé au Danemark, qui est un allié de l'OTAN. Je vais vous envahir tranquillement parce que j'ai des ressources à prendre, parce que ça va être bien pour vous. C'est quand même surréaliste. Mais quelles conséquences ? Qu'est-ce qui va se passer si demain les États-Unis envahissent le Groenland ? On verra, mais d'abord passer ce message et surtout avoir du fond. Parce que derrière, on a des moyens. Ça serait quand même malheureux, si je puis dire, d'en arriver là. Mais on peut avoir des sanctions commerciales, des sanctions économiques. Je rappelle qu'on est la première puissance commerciale du monde. On l'a quand même un peu oublié. Notre marché de 450 millions d'habitants et de consommateurs et de 27 pays, personne ne peut s'en passer, notamment pas les États-Unis. Pour beaucoup de chaînes de valeur, de production industrielle, de technologies qui sont triomphantes aux États-Unis dans la Silicon Valley, s'il n'y a pas l'Europe, pas les entreprises européennes, ça n'existe plus.
Bon, donc moi je ne souhaite pas qu'on soit dans une tension, une opposition avec les États-Unis aussi brutaux soit-il en ce moment. Mais le président de la République a raison de dire que l'Union européenne, si vous voulez, parfois on a l'impression que c'est le grand type trop gentil, l'Union européenne. C'est-à-dire c'est celui qui se fait un peu martyriser alors qu'il peut se défendre. Bon, et ben on peut se défendre sur le plan commercial, sur le plan économique. Il n'y a pas besoin de convoquer toujours les sujets militaires pour être une puissance qui s'assume, même parfois face à des partenaires et alliés comme les États-Unis. Est-ce que notre situation politique française nous aide à porter ce discours un peu partout? Puisque tout à l'heure, Sylvie Pierre Brossolette nous disait qu'on était un peu la risée du monde avec le budget ou l'absence de budget. Donc, bon, mettons, peu importe ces commentaires. Est-ce que, c'était pour faire une transition sur la politique intérieure, vous m'avez cassé mon effet. Pardon. Comment est-ce que vous jugez la situation actuelle? Sébastien Lecornu, qui était parti d'une bonne volonté, qui est celle de compromis. Oui. Alors justement, à l'appui de votre question, si vous le permettez, comme ça vous avez le temps d'y réfléchir, on écoute Sébastien Lecornu, qui a survécu, si je puis dire, à 2 motions de censure cet après-midi, et qui était en colère quand même, qui s'est mis en colère contre les députés en disant, en gros, on n'est pas à la hauteur dans le contexte international, on devrait faire autre chose que batailler face à des motions de censure. Écoutez-le. Au fond, on n'a pas besoin de compétiteurs, on vous a déjà. On a ces tentatives de sabotage interne en permanence et vous agissez, mesdames et messieurs les députés, tels des tireurs couchés en tirant dans le dos de l'exécutif au moment même où nous devons affronter justement des dérèglements internationaux. Vous devez vous aussi prendre vos responsabilités et voir qu'en ce moment même, déposer des motions de censure, interroger la stabilité du pays, ralentir encore davantage les procédures budgétaires, tout cela a un impact et malheureusement, il sera payé par le peuple français. Oui, c'est une saine colère, comme aurait dit l'autre, parce qu'il y en a un peu assez d'avoir ce débat navrant, parfois au Parlement. Des jeux de posture, le RN comme LFI savait très bien d'abord qu'il n'avait pas la majorité pour une motion de censure. Je pense que le Premier ministre de la France a effectivement mieux à faire que de répondre à quelque chose sur lequel en plus tout le monde est d'accord, c'est-à-dire qu'on est contre l'accord sur le Mercosur. Et quand on fait le lien entre les deux sujets qu'on évoquait, c'est-à-dire la gravité des événements, y compris pour nous, Européens, au Groenland, en Ukraine, dont on parle un peu moins, mais la guerre reste là, en Iran, etc. Et passer des heures sur des motions de censure pour de faux, si je puis dire, c'est surréaliste, honnêtement. Et donc, à un moment donné, on ne peut pas avoir des partis politiques qui aspirent au pouvoir. J'ai compris que les deux extrêmes étaient candidats au pouvoir. Bon, LFI comme le RN. Il n'y a pas que les deux extrêmes. Et il n'y a pas que les deux extrêmes. Bien sûr, mais chacun doit prendre ses responsabilités. Chacun doit prendre ses responsabilités. Le Premier ministre, on peut lui faire des reproches. Il passe quand même des heures, des jours, des nuits à essayer de trouver un compromis budgétaire. Bon, pour que justement on puisse passer à autre chose, qu'on puisse avoir une voie et une action où on gère la crise agricole, on prend des mesures pour l'agriculture, où on va à Bruxelles pour défendre une certaine vision de l'agriculture ou de notre souveraineté en matière de défense. Tous ces sujets-là, pardon, mais en fait, quand on fait la motion de censure, on ne fait pas autre chose. Et donc, oui, ça affaiblit la France de faire ce petit jeu de théâtre parlementaire. C'était une bonne idée de vendre la fin du 49-3 aux socialistes. Et c'était une bonne idée des socialistes de l'acheter pour maintenant s'en mordre les doigts. Alors, j'entends que maintenant on refait le match, si je peux dire, ce qui est aussi un grand talent français. Non, parce que, attendez, François Hollande, pour le coup, avait dit dès le début que c'était une mauvaise idée, et les socialistes. Enfin, c'est ce que je crois. Oui, alors c'est amusant parce que maintenant, François Hollande a été cohérent parce que comme président de la République, il a utilisé le 49.3. Donc, au moins, on ne peut pas lui reprocher une incohérence. Vous pensez quoi? Je pense que si on n'avait pas eu cette ouverture, c'était ça autre chose, mais il fallait un geste qu'a fait Sébastien Lecornu sur la méthode politique et parlementaire quand il a pris ses fonctions. On oublie un peu que la situation était quand même très difficile, qu'on risquait la dissolution. S'il ne l'avait pas fait, sans doute, il n'y aurait même pas eu de discussion budgétaire, on aurait une censure immédiate. Je l'aurais regretté, mais c'était la réalité. S'il n'avait pas fait cela, sans doute, on n'aurait pas eu un compromis. Est-ce que maintenant, il faut qu'il revienne là-dessus, en considérant que le geste, il a eu en face... Je ne donne pas de leçon, mais maintenant, il faut choisir entre le moindre mal, si je puis dire, en quelque sorte. Il faut, en tout cas, je crois que d'ici la fin du mois, il y a un budget. Et donc, le 49.3 peut être une option, puisque même la gauche le dit, mais ça ne résout pas tout. Et les ministres et le Premier ministre l'ont rappelé, le 49.3, c'est un outil. Ce n'est pas un projet, ce n'est pas un budget. Donc ça veut dire qu'il faut que ce qui est en train d'être fait par les ministres de Bercy, par le Premier ministre, un accord. Compromis et qu'on passe de non-censure. Au 49.3. Et les ordonnances, dans tous les cas, c'est une espèce de coup d'État. Ah non, faut pas exagérer. C'est pas un coup d'État, les ordonnances. C'est prévu par la Constitution. Bon, mais ça n'a jamais été appliqué pour un budget. Je comprends. Je ne suis pas un expert juridique, mais je comprends que pour les ordonnances, ça n'a jamais été appliqué. Ça, c'est vrai. Petit 1 et petit 2. Ce qu'on sait, c'est que si on prend des ordonnances, il faut prendre le texte initial. Donc, ça ne permet pas des compromis. Donc, moi, j'écoute l'esprit de compromis qu'a défendu le Premier ministre. Je pense que trouver un compromis
au bout du bout, c'est quand même mieux. Voilà, plutôt 49.3 et plutôt accord de En non-censure. tout cas, il faut qu'il y ait un budget, parce que je pense que même les Français, tout ce qu'on se dit là, Ça- ils le suivent même plus. Ça, Moi, je le vois sur le voilà. terrain, ils le suivent même plus. On espère qu'ils continuent à suivre un petit peu quand même. Sur le Faut l'espérer, Mercosur, mais le budget un peu moins. Clément Beaune, le Mercosur, en tant qu'ancien ministre de l'Europe, qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez la France, pays fondateur de l'Union européenne, grand pays agricole, deuxième pays contributeur, qui se retrouve à dire non au Mercosur, qui se retrouve isolé, parce que ça sera oui au final. Vous vous désolez quand même d'un grand gâchis? Quand on ne gagne pas, puisque notre position n'a pas emporté la majorité, oui, je suis toujours triste. Ça arrive, c'est pas la première fois. Et il faut Mais ça signe une perte d'influence de la Non, France? moi ça je ne crois pas. Je l'ai vécu quand j'étais conseiller Europe du président de la République en 2019. Il y a un autre traité commercial, c'était avec les États-Unis de M. Trump, mandat 1. On a refusé la négociation de la Commission. On était minoritaire, mais je pense qu'on a quand même bien fait. Et quelques mois après, les autres se sont ralliés à notre position. Bon, donc ça arrive. Non, mais ça. Quand vous êtes dans un système démocratique, parce que l'Europe c'est un système démocratique, il y a 27 pays, la France est un pays important, mais pas seul. Parfois vous gagnez, parfois vous perdez. L'essentiel des cas, on gagne. On était plus à écouter Mais avant je vais vous quand dire, même, non? il y a deux choses qui me frappent. D'abord, il ne faut pas non plus résumer la crise agricole française qu'on vit avec les tracteurs au Mercosur. Et il ne faut pas résumer non plus le Mercosur à à la l'agriculture. filière bovine ou volaille, parce que ça pouvait déboucher sur plus d'exportations en matière automobile, Oui. en matière pharmaceutique. Donc pour vous, Donc, c'était il ne faut pas faire des traités commerciaux le bouc émissaire, parce que la filière Hein d'élevage, les filières agricoles françaises, celles qui souffrent, elles souffraient déjà, le traité n'est pas en vigueur. Donc les difficultés du moment, elles ne sont pas liées au Mercosur. Il faut être aussi honnête et équilibré. Et puis je pense qu'il y a un logiciel complètement à rénover à Bruxelles, pour le coup, sur la politique commerciale. On a réussi sur certains sujets, notamment en matière de protection contre le dumping chinois. On a lancé des enquêtes sur l'automobile, on s'est protégé mieux, un peu mieux, il faut aller plus loin. Sur les traités commerciaux, notamment en matière agricole, je le dis parce que j'ai été aux responsabilités aussi, j'en prends ma part, on n'a pas réussi à faire, au-delà de cet accord Mercosur, changer de logiciel. Les accords de commerce aujourd'hui, il faut qu'ils soient différents, il faut qu'ils incluent des contrôles sanitaires, il faut éventuellement... Sérieux. Ce qui n'était pas dans natif tous les pays de l'Union européenne, qui respectent l'accord de Paris systématiquement, qui prévoit des clauses, exactement, qui prévoit des clauses de sauvegarde et qui prévoit ce qu'on appelle des clauses miroirs, c'est-à-dire les règles qu'on applique chez nous, on les applique aux autres. Très simple. Ça, c'est pas encore dans les traités européens et dans les accords de commerce européens. Il y a un accord, on l'a mis, deux même, pardon, le CETA. Et d'ailleurs, on a bien fait de signer le CETA et on s'est battu. J'étais en responsabilité à l'époque, on a eu des avancées, donc c'est possible et on était un peu seul au départ. Et puis, on l'oublie, mais l'accord Brexit. Parce que maintenant, on a un pays qui est en dehors de l'Union européenne, à nos portes, qui commerce massivement avec nous, et on a des contrôles, et le Royaume-Uni respecte nos règles, contrairement à ce que tous les souverainistes du Brexit ont dit. On a eu raison de dire non ou pas? Oui, je crois qu'on a eu raison, parce que... On a eu raison, on ne pouvait pas faire autrement politiquement. Un peu des deux, pour être honnête, parce qu'il fallait ensemble, dans la situation politique qu'on vit aussi, que toutes les forces politiques étaient contre. Bon, ça compte. Que nos agriculteurs, même s'il n'y a pas que le Mercosur, ils voyaient que ça ajoutait la crise à la crise. Et donc, je pense que c'était la position raisonnable. Maintenant, les accords commerciaux, surtout dans le monde de Trump, il faudra en signer avec des grandes puissances. Et donc, battons-nous dès maintenant pour qu'il y ait des accords commerciaux, mais justes et équilibrés, et qu'on ne revive pas, parce que le Mercosur, c'est 25 ans de négociations. Donc, à la fin, on n'a pas réussi à rattraper tout l'accord qui a été négocié. Sur la crise agricole, on a eu cette annonce hier du Premier ministre, une nouvelle loi d'urgence, en tout cas un projet de loi d'urgence qui comporte un certain nombre de mesures, et on a l'impression que à chaque fois c'est l'environnement qui trinque. À chaque fois que le gouvernement veut calmer la colère agricole, on dit on va alléger les normes sur l'écologie. Est-ce que vous le regrettez? Alors, l'environnement, de manière générale, on voit bien dans le débat public, il prend cher, si je puis dire, dans le sens où c'est devenu un bouc émissaire. Bon, je ne crois pas que ce soit le sens des annonces du Premier ministre hier, en revanche. Quand on dit on va déroger à la directive nitrate... Mais je vais vous dire, moi qui suis un Européen convaincu, si vous voulez faire de l'environnement et que ça ne détruise pas la compétitivité, et notamment les filières de notre agriculture, il y a une seule chose à faire, c'est mettre la règle au niveau européen. Parce que pour le coup, là où je comprends parfaitement nos agriculteurs, c'est qu'on leur demande des exigences environnementales, et il en faudra de plus en plus, soyons honnêtes, pour notre santé, pour nous tous, et pour eux d'abord. Il en faudra de plus en plus, mais à condition que nos voisins belges, néerlandais, allemands, espagnols, italiens appliquent les mêmes règles. Oui, mais si on commence à nous, nous à y déroger, forcément, ça va être compliqué, non ? Ça veut dire qu'on a fait de la surinterprétation? Non, pas toujours. Ça veut dire qu'on a voulu être les meilleurs élèves de la classe européenne en écologie? C'est technique, mais ça veut dire que... Non, mais c'est pas technique, c'est simplement, on a dit, quand on s'était 0,5, on a dit, nous, on avait à faire 0,2. Parfois, mais il y a un sujet plus profond, c'est que, et d'ailleurs c'est souvent les anti-européens qui défendent ça, quand il y a des votes au Parlement européen, ils disent qu'il faut des directives. Les directives, c'est quoi? C'est des textes qui permettent ensuite des marges d'interprétation, des dérogations nationales. On est tenu par le résultat, mais on peut avoir des moyens. Et donc en général, même quand vous ne faites pas forcément de la surtransposition, les Français ils font une certaine norme, les Allemands ils font une certaine norme, les Belges ils font une autre norme, et à la fin,
Parfois, c'est nous qui sommes les plus exigeants. On n'a en tout cas pas les mêmes règles. Vous ne pouvez pas avoir un seul marché et 27 règles. Ça ne marche pas. Et donc, il faut plus d'Europe sur ces sujets. Il faut des normes harmonisées, parce que la réponse n'est pas dans moins d'environnement. La réponse est dans plus de règles européennes communes. On parle un peu des élections municipales. Je crois que vous soutenez Pierre-Yves Bournazel à Paris, Exact. le candidat Renaissance, qui n'est pas donné dans les favoris. Hein. Il monte sur les sondages. Il était à 16% dans le dernier c'est sondage. quand même pas négligeable. Pas Et négligeable. surtout, c'est le seul qui gagne des pourcentages dans sondage après sondage, plus de 10% en un an et 2 points par rapport au dernier sondage. Pardon ? Partez d'assez bas. Bien sûr, parce que c'était pas le candidat le plus connu. Non, mais aujourd'hui, on voit qu'en campagne, je crois qu'il y a une volonté d'alternance. Les gens en ont assez, veulent changer, ont des critiques à faire à la municipalité sortante, ce que représente M. Grégoire. Mais ils veulent pas non plus un retour en arrière, ils veulent pas non plus un certain style de politique. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'il n'y a pas 2 personnes dans la majorité ou ex-majorité qui font la même chose. Alors pourquoi tout le monde soutient Rachida Dati ? Pas deux, si vous me permettez. Moi, j'appartiens à un parti politique qui s'appelle Renaissance. Je suis vice-président de la Fédération de Paris. Il y a, je pense, 95, peut-être même plus, des militants, 95%, des militants et des cadres parisiens qui soutiennent Pierre-Yves Bournazel. C'est le choix qu'a fait secrétaire général du parti Gabriel Attal. C'est le même que celui d'Horizon d'Édouard Philippe. Donc, c'est une unité, une union. Pourtant, il y a quelques-uns qui sont très minoritaires qui décident de soutenir la candidate LR, qui est Mme Dati. Qui est la candidate de l'alternance. Mais la faut le dire, quand même. moi, je ne le crois pas. Ah bon ? La candidate de l'alternance, d'abord, c'est ceux que les Parisiens choisiront. Et je crois que rien n'est écrit. On a vu que les sondages, ça bougeait vite et ça peut bouger beaucoup en 2 mois. Bah oui. Et moi, je crois que l'alternance, c'est justement Pierre-Yves Bournazel qui l'incarne, parce que c'est une alternance qui n'est pas le retour au tout bagnole, le retour à une certaine brutalité. C'est pas le tout avant Hidalgo. Exactement. Moi, je veux ni du retour, je veux ni de la continuité des années actuelles, ni le retour aux années Tibéri. C'est pas ça mon rêve pour Paris. Rachida Dati, c'est pas exact. Elle devrait partir du gouvernement pour pouvoir faire sa campagne tranquille. Ça, c'est pas à moi de le décider. Non, mais vous avez un avis. Non. Vous êtes un homme politique vivant, donc. Un avis sur tout. Je veux dire, ça fait bien en politique parfois. Est-ce que vous considérez que. En tout cas, il faut bien distinguer les fonctions. Voilà. Oui. Donc ça, c'est normal. Et si c'est elle qui est en tête du bloc qui revendique l'alternance à Paris, vous la soutiendrez ? Vous direz à Pierre-Yves Bournazel qu'il vaut mieux se retirer pour lui donner une chance de gagner ? Moi, je vais me battre pendant 2 mois pour que ce soit Pierre-Yves Bournazel qui soit dans cette situation. Mais... Non, mais si vous dites aux gens, le premier tour... S'il se maintient, il risque de la faire perdre. Et donc de faire gagner la gauche. Mais moi, je pense que le candidat qui est le mieux placé, vous le verrez dans les sondages... Oui, mais il y a Sofia Chikirou qui se présente aussi. Oui, mais moi, je ne fais pas ces calculs-là. Quand vous croyez à votre projet, j'ai fait des campagnes, j'en ai gagné, j'en ai perdu, donc maintenant j'ai acquis une petite expérience. Il faut que vous soyez convaincu par votre projet. Moi, je suis convaincu, y compris sur des sujets comme la sécurité, où parfois on a l'impression que c'est la droite qui propose les sujets les plus protecteurs, les mesures les plus protectrices. C'est Pierre-Yves Bournazel qui veut le plus renforcer la police municipale et l'armée, qui veut renforcer les effectifs de la RATP dans le transport. C'est une mesure que j'ai défendue comme ministre des Transports qu'il propose. Donc voilà, moi je pense que quand les gens vont regarder les programmes, il y aura une envie de Pierre-Yves Bournazel et de cette alternance sereine. Il y a un sujet qui a fait débat cet après-midi, enfin ce qui est sorti ce matin, qu'on a connu à propos d'un manuel de révision du bac qui est édité par Hachette, donc pas connu pour son gauchisme invétéré, et qui a une version révisionniste du 7 octobre, notamment en disant qu'il y a en gros un commando qui est venu pour éliminer des colons juifs, c'est-à-dire comment ça peut se faire encore des choses pareilles ? Est-ce qu'il y a de l'entrisme de la part d'un certain mouvement pour... essayer d'aller au cœur même de l'État. Je ne sais pas si c'est une très grave maladresse ou pire, une volonté délibérée. Dans les 2 cas, c'est un énorme problème parce que ce sont nos enfants qui lisent ces manuels et qui ne connaissent peut-être pas toujours le contexte que vous donnez. Quand on est bien informé, quand on est plus jeune, on n'a pas tout ça, ce bagage, et donc il faut que chaque mot soit pesé, et vous diriez qu'en ce moment, il faut être plus spécialement vigilant. Oui, bien sûr, il faut être plus vigilant. Quand on a une explosion des actes antisémites, quand on a des tensions dans la société, quand on a un communautarisme entretenu par certains, on ne peut pas se permettre d'avoir face aux jeunes générations des mots qui ne sont pas bien utilisés, qui sont même scandaleux. Merci beaucoup Clément Beaune. Merci à vous. Beaune d'avoir été notre invité ce soir au commissaire à la stratégie et au plan. Merci Nathalie. L'écochèque du coup parce que ça a fait beaucoup polémique aujourd'hui. Ah, on a plus le temps. Expliquer tout. Sauf si on me dit dans l'oreillette qu'on a 30 secondes de rab, mais on me dit non. Bon, merci d'avoir été notre invité. Les informer tout de suite. À demain. À demain.